Sud Radio, on décrypte le monde. Et on essaye de décrypter ce qu'on espère être la fin de la guerre à Gaza. Mais on n'en est pas sûr puisqu'on est encore en phase de cessez-le-feu. Hier, le Hamas a donné le nom des 4 otages israéliennes. Ce sont des soldats, des membres de l'armée israélienne qui doivent être remises à Israël. Je dis remises parce que dans les 33 qui doivent être remises à Israël, on sait qu'il y en a 10 qui sont malheureusement décédés. C'est pourquoi d'ailleurs l'attente est absolument insoutenable pour leurs proches. Parlons maintenant de la situation de l'autre côté. La situation humanitaire dans la bande de Gaza au terme de 15 mois de guerre et probablement de plusieurs dizaines de milliers de victimes. On en parle avec notre invité, le professeur Raphaël Pitti. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci de revenir chez nous d'ailleurs sur Sud Radio. Vous êtes médecin humanitaire, président de l'association USOMMET, Humanité, Solidarité, Médecine. Vous avez beaucoup suivi la situation à Gaza, notamment pour tirer l'alarme, sonner l'alarme notamment pendant la guerre. On imagine qu'au terme de ces 15 mois, la situation est absolument désastreuse sur un plan humanitaire. D'abord, est-ce qu'on arrive à savoir combien à peu près il y a eu de victimes sans donner des chiffres qui seraient de la propagande d'un côté ou de l'autre ? Écoutez, ce dont on est sûr, et ce sont les chiffres qui sont donnés, on est à environ 46 000 morts, on est à plus de 90 000 blessés, en tous les cas, et bien évidemment, on est bien en dessous de la réalité, puisque beaucoup ont disparu. Tous les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé du Hamas sont totalement vérifiés, c'est-à-dire que l'on a l'identité. Il est vrai que pendant les périodes où je me suis retrouvé à l'hôpital européen, les morts venaient systématiquement au niveau de l'hôpital. C'était le seul lieu où pouvait se faire l'enregistrement administratif des morts. Et donc, parce qu'il n'y avait pas, bien évidemment, d'administration à Rafah en particulier. Donc, l'enregistrement qui était fait au niveau de l'hôpital. J'étais là présent. Il y avait les blessés qui arrivaient et en même temps les morts qui étaient enregistrés, qui permettaient d'avoir un certificat médical pour enregistrer le décès des personnes. De notre côté, j'ai vu sous les décombres des pancartes des familles qui savaient que leurs proches étaient sous les décombres et qui mettaient des pancartes pour dire attention, là il y a des morts qu'il faudra pouvoir récupérer. Bon, la situation était effectivement extrêmement dure, quoi qu'il arrive. On va aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup de bombardements. Pour l'instant, ce que vous avez comme retour sur place, c'est que le cessez-le-feu est à peu près respecté. Oui, tout à fait. En tout cas, à Gaza, il l'est. Il n'est pas en Cisjordanie, mais à Gaza, il est pour l'instant. Et ce à quoi on assiste, c'est le déplacement des populations de Rafah qui remontent vers le nord. Et là, ça nous pose un vrai problème parce que jusqu'à présent, nous avions installé avec Médecins du Monde et une autre ONG et Caritas International, nous avions installé 7 centres de soins primaires, 7 petits dispensaires qui permettaient de prendre en charge la population. Nous distribuons aussi de l'eau et d'un seul coup, nous sommes en train de voir les camps se volatiliser. Ils sont en train de se déplacer en emmenant bien évidemment leurs tentes et en emmenant tout leur pactage, etc. vers eux, parce qu'ils savent pertinemment que dans le nord de Gaza, ils ne vont rien retrouver et qu'il faudra globalement qu'ils reconstituent leur camp. Et donc ça nous pose un vrai problème parce que nous aussi, nous sommes obligés de nous déplacer pour pouvoir les suivre. Oui, effectivement. Alors on le rappelle d'ailleurs, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers dans certains cas de Gazaouis avaient fui le nord lourdement bombardé pour aller au sud vers la frontière égyptienne. Non pas fui, mais obligés de se déplacer. On les a obligés de se déplacer. Il y a eu plusieurs déplacements forcés par les forces israéliennes. Effectivement. Et là, dans ce cas-là, en ce moment, ils sont en train de remonter. S'ils remontent, ça veut dire aussi qu'ils ont bon espoir que la trêve, on ne va pas parler de paix, mais la trêve soit durable. Oui, absolument. En tout cas, ils veulent revoir leur maison pour voir ce qu'il en est. Ils veulent pouvoir se retrouver un peu chez eux, retrouver leurs repères, etc. Donc, ils sont en train de se déplacer. Avec le risque, bien évidemment, et nous en sommes tous conscients, que cette trêve, à tout moment, elle est fragile et qu'à tout moment, peut-être, la guerre va reprendre. Alors, surtout, ce que nous craignons, c'est au moment de la libération totale des otages. C'est-à-dire ? On pense que dans les 42 jours, le gouvernement israélien aura la volonté peut-être de continuer à rebombarder, etc. Parce que tout compte fait, le Hamas est toujours présent. C'est toujours avec le Hamas que cela se négocie. C'est le Hamas qui décide effectivement des personnes. Donc le Hamas est là. Et l'objectif de Netanyahou, c'était de éradiquer le Hamas. Mais le Hamas est là et il est bien vivant. Donc est-ce qu'ils voudront accepter, après la libération des otages, de laisser et de trouver une autre voie
bien évidemment en prenant en compte la présence du Hamas. Oui, on peut poser aussi la question en miroir d'ailleurs. Est-ce qu'une organisation comme le Hamas, dont le but est la destruction de l'État d'Israël, sera prête à respecter la trêve durablement, ce qui n'est pas garanti? On a des aléas, bien évidemment. Ouais. Évidemment. Parlons maintenant de la situation. On a vu les images, notamment après l'annonce, c'était assez poignant d'ailleurs, hein, l'annonce de la libération des premiers otages. On a vu ces pauvres filles, franchement, qui étaient traînées par des combattants du Hamas en uniforme, qui les remettaient autour d'une foule plutôt d'hommes d'ailleurs qui exultaient. On était étonnés, ce sont des images de propagande par définition, il faut les prendre comme telles. Malgré tout, elles détonnent avec la situation humanitaire qu'on nous décrivait sur place. On avait une population qui célébrait comme une victoire en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit sur place ou pas ? Écoutez, ce qu'il en est, c'est qu'il y a une liesse dans la mesure où il y a une trêve, que les bombardements ont cessé, et donc d'une certaine manière, il y a une véritable joie. Cette trêve, elle était attendue, cette trêve, elle était espérée pour la population de Gaza. Cette population est totalement innocente et elle a été martyrisée durant tous ces mois. On leur a enlevé la nourriture, on leur a enlevé l'eau potable, on a détruit les structures de soins, on a détruit les hôpitaux. On a détruit non seulement les hôpitaux, mais aussi tous les centres éducatifs, etc. On les a obligés à se déplacer, on les a déshumanisés, à les vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Donc on peut comprendre que la trêve est vue comme une période où la paix arrive. Et donc il y a de la liesse, bien évidemment. Le Hamas a montré sa force, a voulu faire une démonstration de force, etc. C'était de la propagande, bien évidemment. Mais de notre côté, pour la population, par contre, c'était vraiment une liesse totalement ressentie. Nous sommes en relation tous les jours avec nos responsables de nos centres de soins, etc. Nous connaissons la situation. Pour eux aussi, c'est une période, en tous les cas, de joie. Dernier point, parce que c'est important, on a parlé de risque de famine. Est-ce que famine il y a sur place ou pas en ce moment ? Alors non, pas dans le sud, mais la famine, il faut la voir surtout dans le nord, où il était impossible de pouvoir acheminer de l'aide humanitaire vers le nord. Et s'il y a famine, et de manière assez importante, et il y a eu des morts par dénutrition chez les enfants et chez les personnes âgées, essentiellement dans le nord, bien évidemment. Dans le sud, on a de la dénutrition et nous essayons, nous, de la combattre. Nous distribuons des aliments protéinés, nous distribuons aussi du lait infantile parce que les mères qui allaitent n'ont pas suffisamment de lait pour leurs enfants. Ça, nous le faisons. Eh bien, on reparlera de la situation. Pourquoi pas avec vous d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, professeur Raphaël Pitti, que vous êtes médecin humanitaire et président de l'association Humanité, Solidarité et Médecine. On reparlera de cette situation, notamment avec vous. On continuera à suivre d'ailleurs ce conflit absolument épouvantable qui a commencé il y a maintenant plus près de 2 ans.